Bienvenue dans cette rediffusion du webinaire de la cartographie des talents du 29 janvier 2021 qui s'intitule donc Permettre aux étudiants de manipuler à distance. Alors durant ce webinaire que vous allez pouvoir revoir, vous verrez que deux enseignants chercheurs et un ingénieur de recherche vous proposent un dispositif assez innovant qui permet justement aux étudiants de manipuler notamment une carte électronique à distance avec un système assez ingénieux qui à la fois permet d'articuler différents outils, comme on va le voir, des webcams articulés, mais également des outils de classe virtuelle, voire également des outils de communication. Voilà, je vous en dis pas plus, vous allez voir ça donc dans le webinaire. Mais juste avant de vous passer la rediffusion de ce webinaire, simplement je vais me présenter déjà. Donc Julien Maurice, animateur de la cartographie des talents pédagogiques. Et vous pouvez me retrouver aisément sur notamment LinkedIn. C'est le meilleur moyen de suivre un peu mon actualité, et notamment également ce que je fais par rapport à la cartographie des talents. Alors vous retrouvez évidemment la chaîne YouTube de la cartographie des talents sur YouTube tout simplement. Et il y a également un podcast pour les personnes qui peuvent écouter justement ces rendez-vous. Alors donc les trois enseignants, les deux enseignants chercheurs et l'ingénieur de recherche en question sont tout d'abord Mathieu Léonardon, qui est donc lui un professeur associé en électronique. Vous pouvez retrouver ici notamment son site internet, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ses différents travaux de recherche également. Il y a également donc Amer Bagdadi qui est professeur à IMT Atlantique, qui donc travaille au laboratoire des sciences et technologies en information et communication. N'hésitez pas également, vous pouvez retrouver toutes ces publications également en ligne, par exemple sur Google Scholar ou autre. Et également Jérôme Cardo, qui est ingénieur de recherche, et que je vous invite également à googler si vous le souhaitez, si vous souhaitez voir un petit peu ces différents travaux. Alors ce webinaire encore une fois est proposé par la cartographie des talents pédagogiques. Il y a un site, je vous invite d'ailleurs à vous créer un compte pour être au courant un petit peu des actualités. On envoie une lettre notamment de newsletter quelque part, et puis c'est un site qui va beaucoup évoluer à l'avenir. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire avant finalement pour introduire ce webinaire. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Mathieu, Amer et Jérôme pour cette présentation qui porte le nom encore une fois Permettre aux étudiants de manipuler à distance. Excellent webinaire à tous. Bonjour à tous. Vous voyez mes transparents? Ouais, on voit tout. Le premier transparent. C'est parfait. Donc bonjour à tous. Donc je suis Amer Bagdadi. Merci Julien pour la présentation. Tu as préparé pas mal d'éléments. C'est très sympa. Donc dans le cadre en fait d'une unité d'enseignement qui s'est déroulée entre mi-novembre et mi-décembre 2020, nous devions illustrer à travers une série de séances de travaux pratiques et de mini-projets les techniques d'intégration et d'interaction entre logiciels et matériel dans les systèmes embarqués. Donc comme vous le savez, un reconfinement a été décrété au 1er novembre 2020. Donc, nous étions très embêtés par rapport à cette unité d'enseignement qui est centrale dans la formation et pour laquelle il y a beaucoup de pratiques avec des logiciels et un environnement de développement très particulier et avec surtout en fait la nécessité de manipuler et d'interagir avec des cartes électroniques utilisées dans le domaine de l'embarqué. Donc, si on était en présentiel, comme on l'avait conçu à l'origine, donc sur ces cartes que vous voyez sur la photo, qui sont connectées via des liens USB et un câble Ethernet, donc les élèves doivent charger leur système embarqué qu'ils ont développé, et donc que vous voyez un exemple à gauche. Donc, ils ont développé et puis ils doivent le charger sur la carte et observer le résultat de son exécution sur les afficheurs tels que les LED que vous voyez ici et aussi avec un terminal qui affiche les résultats via un protocole de communication en série de type UART. Donc, ils peuvent aussi avoir besoin d'actionner des interrupteurs et d'appuyer sur des boutons poussoirs. Ça, c'est un peu plus délicat en distanciel. En tout cas, en distanciel, tout ça est bien compliqué.
Donc on s'est dit, on n'a pas le choix. Initialement, on était parti pour abandonner carrément les séances de travaux pratiques et se limiter aux cours théoriques. Mais cela, du coup, changera complètement en fait la conception de l'UE, les résultats d'apprentissage visés par cette unité d'enseignement, et ainsi les compétences que les élèves sont censés acquérir. Euh, pour limiter les pertes, on s'est dit ensuite que l'on peut peut-être tenter de faire les TP nous-mêmes en salle, en mode interactif. Donc, c'est nous qui manipulons les logiciels, qui écrivons du code, qui manipulons les cartes. Donc, sous forme, voilà, un peu interactif, tutoriel. Mais même avec cette approche, on reste très loin des compétences visées. Donc, il faut absolument que les élèves eux-mêmes développent le système matériel logiciel, qui prennent en main les outils de conception et qui valident aussi leur design sur ces cartes électroniques. Et qui se forment carrément sur tout le flot de conception, de développement complet, avec même les phases de débogage. Quand on met sur carte, ça ne marche pas du premier coup. Donc, il faut justement observer les résultats, faire des printf, faire des manipulations, faire du débogage, des points d'arrêt, etc., pour identifier les sources d'erreurs et pour corriger ces erreurs ensuite, et puis les valider à nouveau sur les cartes. Donc après, cette deuxième possibilité sous forme de démo interactive tutoriel, c'était beaucoup moins intéressant. Donc après réflexion et discussion avec les collègues intervenants, Mathieu et Jérôme, ainsi avec nos collègues aussi dans les supports informatiques, notamment Jean-Noël Bazin. Donc nous avons élaboré une solution assez sympa que nous allons du coup partager avec vous dans ce webinaire. Donc cette solution consiste d'abord à permettre aux élèves de chez eux de se connecter via un bureau virtuel sur les machines locales de la salle de TP. Nous avions à disposition 2 salles de TP. Donc, ils se connectent sur la machine que vous voyez ici sur la photo. Donc, chaque élève se connecte sur une machine et puis il retrouve ainsi, grâce au bureau virtuel, tout l'environnement de développement qu'on a installé sur cette machine, comme s'il était en présentiel. Et il retrouve aussi tous les outils et toute la puissance de calcul de la machine locale. Car on ne sait pas, on ne maîtrise pas justement la diversité des machines que les élèves ont à leur disposition. Donc sur cette machine, on connecte la carte électronique en local avec des câbles USB, des câbles Ethernet. Et puis on connecte également une caméra que l'on oriente vers la carte pour permettre à l'élève de visualiser à distance et de vérifier le résultat de ses actions sur la carte. Donc pour cet affichage, on a utilisé une implémentation de l'école de l'outil Big Blue Button qui s'exécute à partir du navigateur. Et donc, à partir du navigateur, on peut autoriser la diffusion de la vidéo. Les machines, ils sont sous Linux. Et puis, on n'est pas administrateur, donc c'est pour ça que nous avions aussi, nous remercions le support informatique pour leur aide et pour leur prévoyance, parce qu'ils avaient effectivement prévu la connexion au bureau à distance sur les machines locales. Donc, on voit ici, par exemple, donc par exemple 9 cartes connectées et affichées via Big Blue Button.
donc via le navigateur, accessible par les élèves à distance. Comme vous voyez, on a découpé des bouts de papier sur lesquels on a inscrit un numéro qui permet d'identifier la machine à laquelle la carte est connectée. Ici, par exemple, sur cette carte, sur la première, donc elle est connectée à la machine 187. Donc c'est la carte 187 qui est connectée à la machine 187. Et puis les élèves, ils avaient par ailleurs un tableau qu'on leur a communiqué avec l'attribution des machines aux élèves. Donc chaque élève avait une machine sur laquelle il devait se connecter. Après, voilà. Euh, donc j'ai pris quelques photos de la salle que vous pouvez voir ici. Donc ça c'est Mathieu dans une des deux salles et ici on a Jérôme dans la deuxième salle. Moi j'étais là. Euh, donc voilà un petit aperçu rapide. Mes collègues, donc Jérôme et Mathieu, donneront plus de précisions sur la méthode qui a été mise en place par nos collègues au service informatique pour la connexion aux machines de la salle de TP et ensuite pour présenter les outils de communication et d'interaction avec les élèves. C'est tout pour moi, Julien. Je te rends la parole. Et Parfait, puis après, merci Amer. Du coup, Jérôme, peut-être que tu peux passer sur la partie peut-être un peu technique, entre guillemets, d'interconnectivité, enfin, interconnexion entre les ordinateurs, on va dire. Alors, d'un point de vue pratique, en fait, réellement, comment est-ce que c'est fait tout ça? Les élèves donc, qui sont en distanciel se connectent à l'outil VDI. À partir de l'outil VDI, donc il y a un système de machine virtuelle classique utilisé à l'école. Dans l'instance VDI qu'ils utilisent, il y a un logiciel qui s'appelle X2Go, qui est un système de bureau distant, qui est très semblable à VNC. Donc, ils démarrent à ce moment-là X2Go, et dans X2Go, ça leur permet en fait de se connecter aux machines du département électronique. Donc, à présent, c'est le département électronique. Qui ont été préparés à cet effet. C'est-à-dire que les serveurs X2Go ont été effectivement installés au préalable sur l'ensemble des postes de ces deux salles. Et donc, à ce moment-là, ils obtiennent un bureau distant qui fonctionne à chaque fois sur la machine qui leur a été attribuée. À partir de là, ils se retrouvent, comme disait Amer tout à l'heure, dans un environnement qui est connu, qui est l'environnement de l'école, des salles UTP électronique. Donc, ils utilisent après les logiciels classiques de développement pour des FPGA, parce que donc, à présent, c'est du développement sur FPGA. Donc, à savoir Vivado, avec les contraintes effectivement qui sont liées, c'est-à-dire que Vivado est très gourmand en ressources. Donc la direction informatique a été obligée de faire des modifications un petit peu particulières pour le faire fonctionner en local, et vraiment en local sur le poste de manière optimale. Donc après, les élèves font leur développement, ils peuvent à partir de l'outil programmer directement la carte, c'est-à-dire flasher la carte avec le bitstream qu'ils viennent de développer. Et parallèlement à ça, ils peuvent donc lancer un terminal et avoir accès au retour de la carte. C'est-à-dire qu'ils ont, comme Anna l'a dit tout à l'heure, effectivement un port série avec dedans ce que la carte leur dit. Après, les outils de compilation sont également donc installés sur le poste, et après tout le TP fonctionne, j'allais dire, de manière à peu près normale. Les seuls points un petit peu particuliers, c'est que en fait, la carte a besoin de certaines actions, notamment pour pouvoir faire le reset. C'est-à-dire que dans la vraie vie, quand on est en présentiel, il y a des boutons en fait de reset directement sur la carte. Donc, il a fallu trouver une astuce pour pouvoir resetter la carte à distance, c'est-à-dire développer un ensemble de scripts pour pouvoir manipuler la carte comme si on était en local, en l'occurrence pour pouvoir la resetter.
script qui n'était pas fonctionnel à 100%, c'est-à-dire qu'on était quand même dans un cas, il y avait quand même un cas bien particulier où les élèves ne pouvaient pas à distance resetter la carte, ce qui explique notre présence dans la salle. C'est-à-dire qu'on était dans la salle et c'est arrivé ponctuellement que un binôme ou un trinôme nous demande d'intervenir sur la carte 193, par exemple. Donc voilà pour les aspects mis en œuvre vraiment techniques, j'allais dire. Ça n'a pas vraiment posé de... on n'a pas vraiment eu de problème technique. On a eu quelques... Il a fallu organiser tout ça, c'est-à-dire qu'il a fallu organiser une réunion avec la direction informatique pour étudier la manière d'accéder au poste. Mais ça s'est fait relativement facilement et relativement rapidement. Ok, super, parfait. Ce que je propose, Jérôme, alors je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main. On prendra les questions juste après, après la présentation qui va se terminer bien sûr sous peu, et puis après on passera à une partie questions-réponses. Ce que je propose, Jérôme, tu auras sans doute des questions techniques après. C'est que Mathieu aborde peut-être la question d'interaction avec les apprenants. On va dire le côté comment est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent collaborer, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent communiquer avec vous, etc. Tout cet aspect un peu logiciel, on va dire, d'interactivité, on va dire, d'interaction et de collaboration. Mathieu, je t'en prie. Merci. Oui, du coup, donc comme Amer et Jérôme m'ont montré, ça demandait beaucoup de communication entre les élèves et nous, parce que donc même si on essayait de limiter au minimum le nombre d'interactions que nous, professeurs sur place, avions à faire sur les cartes, c'est-à-dire toucher, appuyer sur un bouton, pouvoir. Des fois, il a fallu déconnecter la carte et la rebrancher, etc. Il y avait quand même pas mal d'interactions et de sollicitations auxquelles répondre entre nous et les élèves. Et du coup, on a testé plusieurs solutions. Donc, on a commencé par Zoom, parce que c'est ce qui avait été choisi pour donner les cours. Mais Zoom, quand il s'agit de diviser en anglais, c'est breakout rooms. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle sur Zoom, mais voilà. C'est pas mal, mais c'est pas très fonctionnel non plus. C'est-à-dire que passer d'une room à l'autre pour les profs, c'est compliqué. Et nous, c'était vraiment indispensable parce que on pouvait avoir une discussion avec un binôme qui dure un peu longtemps et se faire couper rapidement parce que voilà, tel groupe a besoin qu'on appuie sur un bouton ou qu'on fasse un reset ou je ne sais. Et donc ça, Zoom ne permettait pas. Autre défaut de Zoom, c'est que ce sont des sessions qui sont éphémères. C'est-à-dire que si on a des discussions dans le chat pour échanger un lien, etc., déjà le format est pas génial. Et ensuite, à la session suivante, on a perdu le contenu du chat. Donc, il y a un problème de persistance des infos. Donc, on a essayé aussi Big Blue Button, puisque c'était voilà, un logiciel qui est interne à l'école et on essaie de privilégier les logiciels internes à l'école et hébergés par l'école. Mais on avait grosso modo les mêmes problèmes, sachant que Big Blue Button, en plus, il y a vraiment tout un mécanisme lorsqu'on rentre dans une room qui est de tester l'audio, etc., qui prend beaucoup de temps. Enfin, c'est mal adapté aussi. Donc finalement, on a décidé de tester. D'ailleurs, c'était sous l'impulsion. Enfin, moi, j'avais pensé, mais j'avais pas franchi le pas. Et c'est un élève qui nous a proposé d'utiliser Discord. Et c'est ce vers quoi on a basculé. Et donc, ça répondait aux problématiques dont je viens de parler, c'est-à-dire persistance de tout ce qui est écrit, donc les différents canaux textuels, et aussi une grande flexibilité dans la possibilité de créer des différentes rooms et de passer d'une room à l'autre. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Hop. Donc, si Amer, tu peux te connecter aussi sur le Discord pour que je vous montre un peu. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Hop. Voilà, donc ça, c'est le Discord du cours. Donc là, on voit le canal donc à gauche, ici, c'est tous les canaux textuels. Donc on avait créé
un canal général et 10 rooms. 10 rooms qui correspondaient aux 10 binômes qu'on avait créés pour le projet. Et donc là, on voit tous les échanges qu'on a eus. Et donc, il y a cette persistance dont je parlais, ce qui fait que quand Amer partage un morceau de code ici, eh bien, quand on a la nouvelle session la semaine d'après, les élèves peuvent y accéder. On peut partager des fichiers aussi, comme ici. Les élèves discutent entre eux, ok. Donc là, c'est peut-être pas l'exemple, mais voilà. Et on peut faire des annonces. Donc, par exemple, si je me dis que ce morceau de code-là est important, je peux pin le message. Et ensuite, les élèves, ils ont accès comme ça à un panneau où ils retrouvent tous les messages importants qui ont été échangés pendant le cours. Voilà, donc ça c'est le canal général. Et nous, on a pris le choix de laisser tout ça ouvert et les élèves pouvaient parler s'ils voulaient. Et même, ça fait un lieu de vie. Donc, après, ça dépend. Nous, on a aussi d'autres groupes à côté où on fait un canal random aussi, ou un canal hors sujet qui permet d'avoir de la discussion informée entre les élèves et qui fait un peu aussi de la vie de groupe. Donc, c'est ce canal général auquel on peut rajouter un canal hors sujet. Et ensuite, il y a un canal par room. Et donc là, c'était le canal où les élèves peuvent soit échanger entre eux, soit échanger avec nous. Et donc voilà, vous voyez qu'ils font des partages d'écran, ils envoient des messages d'erreur auxquels on répond ou pas, parce qu'on n'a pas réponse à tout. Voilà, donc ça, c'est tous les canaux textuels, enfin tous les canaux textuels pour les élèves. Ensuite, tu peux te connecter, Amer, ou pas? Oui, je suis connecté là. Hein. Et tu peux mettre sur un canal vocal pour que je montre un petit peu. Oui, général, là, ouais. Voilà. Donc là, si tout va bien, on va s'entendre en double. Ouais. C'est normal. Donc, ce que je voulais montrer, voilà, c'est que contrairement à Zoom ou Big Blue Button, le fait de passer d'un canal vocal à l'autre, c'est très simple, puisqu'on a juste cliqué sur l'un ou sur l'autre. Ouais, c'est super rapide. C'est vraiment un avantage. On peut aussi, donc si Amer est dans la room 2 là, et que je veux par exemple que tout le monde se rassemble, donc soit je passe de room en room pour appeler tout le monde, soit je mets un canal sur le général. Et si je vois qu'il y a quelqu'un qui met du temps à switcher, je peux même le switcher moi-même. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment faciles et efficaces et complètes sur Discord et qui nous vont vraiment faciliter la vie. Parce que moi au départ, quand on a commencé à discuter de maintenir le TP, j'y croyais pas du tout, sachant le nombre d'interactions qu'il fallait avoir avec la carte et la complexité de ce qu'on demande aux élèves, parce que mine de rien, on leur demande de construire un Linux en entier, de faire du code, de développer, de créer des drivers, et ensuite de tout tester sur les cartes. Et ça demandait, même si on a mis les caméras et même si on a fait des scripts d'automatisation pour la reset, etc., on a dû beaucoup toucher les cartes, on a dû beaucoup bouger. Et si on n'avait pas eu cet outil-là efficace de communication, ça aurait été impossible. Donc voilà, et je pense que c'est tout. Parfait. Non, on est très bien au niveau timing. Du coup, alors je vais juste avant de peut-être laisser les questions venir un petit peu de la part des participants, faire un petit bilan. Alors moi, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre expérience, et c'est pour ça que je voulais qu'on la partage également dans la carte, c'est que là, je ne sais pas si les personnes se rendent compte, mais il y a vraiment une articulation entre un nombre vraiment assez important d'outils. Ça peut paraître complexe comme ça, mais je trouve que c'est vraiment super intéressant. Alors, juste pour résumer ce que vous avez vu, vous voyez, on est dans une salle de TP à l'école, avec des ordinateurs de l'école. Alors, vous voyez, par exemple, quand on parlait de Big Blue Button, c'était un peu une contrainte qui faisait que vous ne pouviez pas forcément installer des logiciels en dur sur ces ordinateurs-là. Big Blue Button correspondait bien aux besoins, donc il y a eu Big Blue Button. Vous voyez les caméras qui filmaient également les cartes, c'est ce qu'on appelle les caméras qu'on a investi là-dedans à IMT Atlantique, c'est des caméras UE ou U, ça dépend, c'est HUE, et qui permettent comme ça de filmer, on va dire, quelque chose. On peut également écrire avec un crayon, etc. Donc c'est très pratique, donc ça ils l'ont utilisé. Il y a également, on voit les cartes électroniques. On voit l'utilisation de Discord.
Vous n'en avez pas parlé, mais il y a également l'utilisation de Moodle. Enfin bref, il y a vraiment tout un ensemble de choses, d'outils articulés. Et c'est vrai que ça peut paraître complexe comme ça, mais en tout cas, tel que vous l'avez présenté, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'était assez efficace. Et puis au-delà de ça, évidemment, avec tout ce que Jérôme a pu présenter au niveau technique, on va dire, d'accès aux cartes, de programmation à distance, etc., qui là, je dirais, c'est encore un autre sujet un peu très technique pour le coup. Voilà, en tout cas, merci en tout cas pour ce retour d'expérience. Alors là, donc on est ouvert aux questions. Sachez d'ailleurs que vous pouvez lever la main si vous cliquez sur converser. Vous avez un bouton pour lever la main, ou participant, lever la main. Et comme ça, je vais voir les personnes qui lèvent la main. Alors j'avais une première question. Alors il y a Reynold qui souhaite intervenir. Alors, Reynold, je t'en prie, tu peux activer ton micro. Oui, bonjour à tous. Merci pour ce retour d'expérience. Ça nous intéresse vraiment. Enfin, je me présente, moi je suis enseignant-chercheur à la Fac des Sciences à Nantes. Et en fait, on a mis une solution, on va dire, quasi identique, avec peut-être des mêmes problématiques. C'est quasiment la même chose que ce qui a été présenté. La différence, c'est qu'on n'avait pas des caméras, nous, qui filmaient la carte. En fait, c'est l'enseignant qui était en salle de TP, donc les étudiants étaient à distance, et nous, l'enseignant, on installait donc Zoom sur notre téléphone, et on allait, à la demande de l'étudiant, filmer la carte. Et j'avais une question on a eu le même problème sur la manipulation des boutons. Donc nous, pour programmer à distance via les logiciels, donc c'est exactement comme vous, ça marche très bien. Et par contre, à un moment donné, on doit manipuler des boutons de poussoir pour faire des actions sur les circuits qu'on a transférés sur nos cartes. Et donc là, c'est forcément l'enseignant qui filme avec une main et puis qui pousse les boutons, qui explique aux étudiants, voilà, je pousse tel bouton à votre place, regardez ce que ça fait. Et j'ai cru comprendre que vous aviez réussi à programmer, enfin faire quelque chose de manière, vous parliez de reset de la carte automatique et le faire à distance. Donc, est-ce que vous avez trouvé une solution, par exemple, pour les boutons poussoirs qu'il y a sur ces cartes électroniques, de le faire à distance via un logiciel ou, comme nous, vous êtes obligé que ce soit quelqu'un qui manipule? Non, on est obligé que, typiquement pour tout ce qui est bouton, on est obligé de se déplacer. Alors, ce qu'on a fait, c'est que on a modifié légèrement les sujets DTP pour qu'il y ait moins d'interaction avec les boutons, déjà dans un premier temps. Et on a automatisé le reset. Enfin, on a permis à l'élève de faire un reset à distance en utilisant en fait des commandes JTAG un peu exotiques pour des cartes. Comme en fait elles ont une prise JTAG, on utilise ça. Mais il n'y a pas d'autre solution au final. Le fait d'avoir la webcam au-dessus, par contre, c'est que quand on fait des manipulations, les élèves voient directement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de leur dire voilà, je vais appuyer sur le bouton ou ils l'ont en live. Ça répond à la question, Arnold? Oui, en fait, le même problème que nous qui n'est pas résolu. Puis j'avais une deuxième question concernant l'accès à distance. Donc nous, c'est qu'on a utilisé la solution Guacamole. Après, moi, je ne suis pas informaticien, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais ça nous permet, donc un étudiant comme vous qui se connecte à la machine, donc il a accès à tous les logiciels de la machine de chez lui, juste avec une interface web. Et on peut également partager le lien avec un deuxième étudiant peut également se connecter à la machine et l'enseignant aussi. En fait, on peut être plusieurs à se connecter à la machine et pouvoir interagir de notre ordinateur sur cette machine. Je voulais savoir si la solution X2Go permettait de faire ça aussi. Oui, de manière à peu près identique, effectivement. De manière à peu près identique, on a effectivement ces fonctionnalités-là. La différence, c'est que c'est un logiciel qui doit être installé sur le poste. Il n'y a pas d'interface web. Alors, dans le cas présent, j'ai eu la question par ailleurs dans le chat. On utilise en fait un outil qui s'appelle VDI, qui est un outil en fait d'accès à des machines virtuelles distantes. L'idée est la suivante. Donc, l'élève utilise son navigateur web, il se connecte à la plateforme, il sélectionne quel type de machine virtuelle il veut accéder. Ça peut être soit un poste de TP d'électronique, un poste, je ne sais pas moi, une machine virtuelle de type BDD par exemple. Et en fait, il sélectionne ça.
sélectionne donc le type de la machine et à ce moment-là, il y a un écran qui apparaît avec un environnement de travail qui, pour le coup, là, est complètement distant. Donc, ils n'ont rien à installer sur leur poste. Et ça nous permet également de gérer le fait que les postes élèves les postes élèves, ouais, sont vraiment pas homogènes. C'est-à-dire qu'on a des utilisateurs de macOS, d'Apple, et on a des gens qui ont des systèmes complètement différents. Notamment avec des claviers dans des langues étrangères, avec des claviers bizarres et des choses comme ça. Ils ont tous le même environnement quelque part, et quelque part, tout le monde est logé à la même enseigne, en fait, parce qu'ils sont directement connectés sur les postes de l'école. Ok, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, n'hésitez pas à lever la main ou prendre directement la parole. Alors, j'avais une remarque dans le chat. Il y avait donc sur une image de BBB, on voit que la vidéo est la somme de plusieurs caméras qui filment la carte. Comment ces images sont-elles rassemblées en un seul flux? Alors là, c'est peut-être pour Mathieu, peut-être. C'est comme, en fait, ce Big Blue Button fonctionne comme Zoom. Donc, on avait créé un compte par poste sur lequel on avait mis les caméras. Et du coup, voilà, on avait connecté comme s'il y avait 5 ou 6 utilisateurs sur Big Blue Button. Et donc, voilà, comme on se voit là sur Zoom, il y avait des caméras à la place. C'est ça. Après chaque élève, il peut mettre en plein écran juste la carte ou la caméra qui le concerne. Mais toutes les caméras sont accessibles. Exactement. Peut-être Jean-Marc, je vois que tu as activé le micro. Alors, peut-être une question, je ne sais pas. Peut-être une erreur d'activation. Non, une erreur d'activation, désolé, j'espère que j'ai pas... Non, pas de problème. Pas de problème. Parfait. Alors, oui, j'avais une question. Alors, si jamais c'était à refaire un petit peu pour l'an prochain, ce TP, qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que vous garderiez? Parce que là, il y a quand même beaucoup d'outils. Est-ce que voilà, vous souhaitez le faire évoluer d'une certaine manière ou d'une autre? Alors déjà, on espère que non. Ah oui, c'est vrai. Non, tout à fait. Je suis d'accord. Parce que bon, là, on le présente en success story, c'est un petit peu le jeu de l'exercice. Mais ça restait quand même très éprouvant pour les élèves parce que justement, le fait de dépendre de nous, que 20 personnes dépendent de 3, on est bien compte que ça crée beaucoup d'attentes, beaucoup de frustration. Enfin voilà, l'idéal c'est d'être sur place pour faire ça. Donc on a essayé de le faire au mieux possible, mais ça reste très compliqué. Voilà, même si finalement ils ont fait quasiment autant que ce qu'ils auraient fait en temps normal, mais avec tous ces problèmes-là. Après, donc ce qui aurait à améliorer, déjà on a mis du temps à switcher sur Discord et je pense que l'année prochaine, si on devait recommencer, on ferait du tout Discord dès le début. Quoi d'autre changer? Je sais pas. Peut-être installer du coup, voir si on peut peut-être s'en passer peut-être de Big Blue Button, passer tout par Discord. C'est ce qu'on avait dit Mathieu, peut-être voir s'il y a moyen que à partir de Discord aussi qu'on peut connecter les caméras. Mais là en fait, c'était pas possible parce qu'il n'était pas installé, l'outil n'était pas, le client n'était pas installé sur la machine. En fait, même ce qu'il y a, c'est que là j'ai testé récemment, tu sais, avec une barre de son. Oui. Et ça marche. Donc en fait, je pense que c'est juste ces caméras-là parce qu'il y a eu un problème. Ou alors il y a eu une mise à jour logicielle depuis. Mais maintenant, ça marche pour cette caméra. Donc peut-être. Donc a priori, on peut s'en passer. On peut juste passer tout par Discord. On est d'accord, Mathieu? C'est vrai que c'est assez impressionnant et c'est vrai que pour la petite histoire, c'est vrai qu'à la base, je vous avais contacté aussi pour un peu connaître vos usages, en particulier Discord, parce qu'on faisait une étude en interne sur cet outil-là. Après, bon, j'ai vu que vous avez mis en place tout un ensemble d'outils, donc c'était super intéressant de le présenter comme ça. Mais c'est assez impressionnant aujourd'hui tout ce qu'on peut faire avec cet outil-là, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai qu'on peut à la fois diffuser notre écran, maintenant on peut diffuser notre vidéo, on peut donc streamer à l'écran un peu comme pour montrer un petit peu ce qu'on est en train de faire en termes de manip. Mathieu, tu le disais, c'est ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a un historique, on garde tout en historique des échanges, ce qui n'est pas le cas souvent sur les autres outils.
Qu'est-ce qu'il y aurait, justement, si on se focalise un petit peu sur cet outil-là, qu'est-ce qui manquerait finalement à Discord aujourd'hui? Ah oui, justement, je voulais en parler, là j'ai noté, parce que je me suis dit que j'en ai pas parlé pendant la présentation originale. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que, contrairement à Zoom, il n'y a pas de contrôle à distance. Oui, Ça manque. Parce que, justement, particulièrement avec des étudiants étrangers, des fois il y a des problèmes de langue, de communication pour dire il faut prendre la fenêtre de droite ici en haut et le troisième onglet sur lequel il y a marqué. Et ça, alors déjà avec des Français, ça peut être casse-tête, mais avec des étudiants espagnols, chinois, comme on en avait nous, ça peut devenir vraiment très compliqué et on perd du temps inutilement, quoi. Donc ça manque. Il y a aussi autre chose auquel il faut faire attention, c'est lié un petit peu à l'histoire de l'outil, c'est que c'est un outil qui est au départ designé pour du gaming, donc des jeux vidéo. Et il y a beaucoup d'étudiants dans la gamme d'âge qu'on a, donc les 18-25, qui sont sur Discord pour leur vie de loisir, quoi, pour jouer, pour avoir des activités. Il y a aussi même des partis politiques qui ont leur Discord. Je sais que celui de la France Insoumise avait fait beaucoup parler là, pendant la campagne présidentielle dernière. Donc tout ça pour dire que c'est un espace où vie privée et vie publique sont mélangées, quoi, totalement. Et il faut faire vraiment attention à ça, en particulier. Donc, par exemple, si les étudiants ne font pas attention, on voit le jeu vidéo auquel ils sont en train de jouer. Donc, voilà. Alors, les étudiants ou les enseignants, Mathieu, d'ailleurs. Ou les enseignants, d'ailleurs. Tout à fait. Donc, faut faire attention à ça. Ouais, il faut... Je pense que ça vaut le coup de les sensibiliser au fait que voilà, maîtriser nos notifications que vous voulez avoir ou ne pas avoir, maîtriser les temps où vous êtes au boulot, les temps où vous êtes effectivement, vous faites autre chose, etc. Donc il y a ce bémol-là aussi à avoir avec Discord. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on voit également la musique qu'on écoute sur Spotify, si jamais vous avez votre compte lié à Spotify. Donc, c'est vrai que c'est peut-être des choses intéressantes à faire, au moins de prévenir les personnes qu'elles peuvent, on va dire, empêcher ce lien, on va dire, entre Spotify ou entre les jeux vidéo, etc. Effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, sachez toutefois que quand on crée un serveur Discord, on peut renommer les individus sans forcément qu'ils gardent leur nom de gamer, entre guillemets. Donc, ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on ne pourra pas voir qui s'appelle, je ne sais pas, Ninja, Super Ninja 2000, par exemple. Et voilà, ça peut être pratique. Ok, ça marche. Donc, tu l'as dit, hein, c'est vrai que malgré tout, il n'y a pas la prise en main. Et bon, Zoom là-dessus reste un outil intéressant. Je ne sais pas s'il y avait des questions spécifiques par rapport à peut-être ces outils-là, peut-être d'autres expériences d'ailleurs d'utilisation de Discord d'ailleurs, peut-être. Ben moi, j'ai utilisé Discord l'année dernière et c'est vrai que j'ai trouvé ça très très bien, enfin au niveau de la souplesse d'interaction avec les étudiants. Par contre, c'est vrai que c'est compliqué d'optimiser la présence des étudiants, quoi. C'est un peu le grand bazar, hein, quand même. Parce qu'ils sont tout le temps là, des fois c'est activé, des fois ça l'est pas. Bon, voilà. Ça, à mon avis, c'est un point. Soit il faut se dire, bah, c'est pas grave, mais c'est plus complexe que ça n'en a l'air, parce que c'est toujours compliqué de passer ces choses-là avec les étudiants. Pédagogiquement, ils n'écoutent pas ça. Donc, c'est vrai que c'est pas simple. Par contre, il y avait quelqu'un qui avait complètement réorganisé, je ne sais pas si tu te souviens, Julien, quelqu'un de Paris, je crois, entièrement l'école qui avait été restructurée. Enfin, il s'est servi de Discord pour refaire l'architecture de son école. Enfin, c'était assez incroyable aussi, quoi. Donc, je pense que c'est un outil assez magique, hein. Enfin, moi, je serais ravie d'y retourner, mais moi, je suis à l'ENSTA Bretagne, à Brest. Et on nous a pas interdit, mais on nous a non recommandé. Donc moi, j'ai abandonné Discord pour Teams, qui est devenu le truc officiel, on va dire. Mais bon, c'est vrai, quelque part, des fois, je regrette Discord, parce que c'était vraiment plus sympa. Et c'était une bonne idée, je trouve. Et du coup, moi, ça m'intéresse. Teams, j'ai jamais utilisé. Et qu'est-ce que vous reprochez à Teams par rapport à Discord?
Bah, c'est plus lourd. Et puis, par exemple, il faut créer des canaux, des équipes, des machins. Enfin, il y a toute une architecture compliquée. Et puis, dès qu'on crée quelque chose, alors je crois que ça s'est arrangé, mais j'ai pas été regarder vraiment. Nous, on a une personne du service informatique qui est chargée de Teams, c'est justement voilà, de suivre un peu les améliorations qu'ils font au fur et à mesure. Dès qu'on fait un changement dans une réunion qu'on a programmée, tout le monde est au courant. Ça envoie trop de mails, trop de notifications. Il n'y a pas d'option pour arrêter ça. On fait des bêtises et tous nos étudiants sont impactés. Enfin, ça, c'est vous voyez, l'effet secondaire des outils un peu usine à gaz. Là. Et voilà, enfin, je reproche d'être trop lourd. Enfin, trop. Je préférais Zoom. Hein. Au début, j'étais très utilisatrice de Zoom aussi, qui me paraissait plus léger. Après, voilà, vous faites la preuve aussi avec votre installation, c'est intéressant. Je ne sais pas si nous, à l'école, on a VDI aussi. Alors, je ne me suis pas penchée. Moi, je n'utilise pas ça. Donc, j'ai l'impression que certains de mes collègues, et on a aussi des caméras, mais pas les mêmes que les vôtres. Là. Nous, c'est quoi? C'est IPEVO. Voilà, donc je suppose qu'ils font ponctuellement des choses qui ressemblent à ce que vous avez fait, mais je n'ai pas regardé de près. Mais je pense intéressant tout ce que vous avez raconté, parce que c'est vrai que tous les systèmes ne sont pas boutiqués de la même manière, et les uns sont bons pour ci, les autres pour ça. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Après, j'ai pensé pour vos boutons, peut-être que vous pourriez programmer un robot qui irait appuyer sur les boutons. Ça ferait un autre petit défi. On a effectivement, non, super. On a pensé à rajouter une carte en fait externe. On peut concevoir une carte externe qui est commandée par une autre interface qui va pouvoir faire une entrée commandée par une interface qu'on développera. On parlait d'usine à gaz, c'est ça? Et est-ce que par exemple, je pose une question. Est-ce que, bon, peut-être qu'un jour on sera plus en confinement, et je le souhaite, hein, comme disait Mathieu, effectivement, mais est-ce que vous avez quand même gardé de cette expérience des choses, je ne sais pas, notamment pour faire peut-être travailler en mode hybride, peut-être des étudiants, etc., de cette expérience-là ou est-ce que vous allez repasser complètement comme vous étiez avant, entre guillemets? C'est une bonne question. Mais... Déjà, je sais qu'on a des UE qui démarrent là. Enfin, personnellement, j'ai des UE qui démarrent février-mars là. Et du coup, justement, on se pose la question alors, je ne sais pas ce que c'est le mot comodal, bimodal, mais d'avoir du présentiel et du distanciel en même temps. Et ouais, on s'inspire de ce qu'on a fait là, et particulièrement Discord, on va l'utiliser, ouais, c'est sûr. Donc oui, on bénéficie de ça. Après, si ta question c'est est-ce qu'on utilisera ça pour la suite, imaginons un monde sans Covid. On va dire 2025 pour prendre large, admettons 2025, ouais. Qu'est-ce que vous utilisez? Ouais, non, c'est sûr, il y a des choses dont on ne se passera plus, je pense. Ouais. Après, oui, parce que là, on parle effectivement de pouvoir donner accès à distance pour Open University, etc. Quoi. Mais bon, on a maintenant les outils qui permettent, et l'environnement qui permet cette possibilité. Et puis, je voulais aussi juste ajouter une précision, c'est que c'est vrai que ces salles-là, ils étaient en accès libre. Hein. C'est-à-dire que les élèves, ils pouvaient accéder en dehors des séances. Nous, on avait des séances synchronisées, mais les salles, ils étaient accessibles, l'outil était accessible, les machines, ils étaient accessibles, les caméras, on les laissait en route. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer, pas toujours, est-ce qu'on pourrait imaginer un accès 24/24, par exemple, je ne sais pas, hein, ça pourrait être une possibilité, j'imagine. Oui, c'est possible. Hein. Après, nous, les machines, ils étaient éteintes entre minuit et 8h du matin. Mais ça posait des problèmes que pour les caméras, en fait. Pas pour tout le reste de l'infrastructure. Oui, pour les caméras, parce que Big Blue Button, quand on va éteindre la machine, il faudra se reconnecter sur la machine locale. Mais après, l'accès à distance, l'accès aux cartes, etc., ça posait pas de problème. Et j'avais une remarque là-dessus. Justement, vous dites que ça pose pas de problème. Les ordinateurs, ils sont accès. C'était dans des salles libres d'accès.
Je sais que nous, avec notre solution Guacamole, lorsque quelqu'un est connecté à distance dessus, ça veut dire que physiquement, un autre étudiant ne peut pas utiliser cette machine. Donc, même si l'étudiant il l'utilise de chez lui virtuellement via la solution Guacamole, l'ordinateur, il est utilisé. Et donc, ça veut dire qu'en salle, personne d'autre ne peut se connecter dessus, à part la solution virtuelle. Donc, ça veut dire que vous, votre solution X2Go, un étudiant peut utiliser les logiciels qu'il y a sur la machine, et pendant ce temps-là, en même temps, un autre étudiant, physiquement, il peut utiliser l'ordinateur et faire autre chose. Ouais, c'est comme une Tout autre à fait, session. ouais. Ouais. C'est comme une autre session. Donc, oui. D'accord. Mais ça, nous, ça nous intéresse parce que c'est vraiment un inconvénient de la solution qu'on a. C'est lorsque les étudiants utilisent, comme ils sont à distance, ils utilisent des ordinateurs. En fait, personne d'autre peut utiliser ces ordinateurs. Donc, ça veut dire qu'il y a, Ils sont sur il y a Linux. plusieurs étudiants qui peuvent se connecter à distance. En plus, en fait, c'est quoi la limitation de ce système? Combien d'étudiants peuvent se connecter à distance en faisant des choses différentes sur l'ordinateur? Ouais, on est d'accord, ça utilise le CPU de l'ordinateur, c'est utilise voilà. les ressources. Tout à fait. Et donc, tant que l'ordinateur tient, quoi. Par contre, s'ils sont 15 à lancer des synthèses Vivado, Ça va être lent. Ça va être long, quoi. Après, c'est Linux. Hein. Je sais pas, sur vos machines, c'est quoi? C'est aussi Linux ou sous Windows ou Alors, Guacamole a été utilisé à la fois sur Linux et sur Windows. D'accord. Et voilà, nous, on a dit que l'ordinateur il est physiquement utilisé, et même si c'est à distance, et personne d'autre peut l'utiliser, sauf si on utilise le même lien de connexion et on voit la même chose. Les logiciels, sur tous nos écrans, on voit la même chose. Et on manipule, mais impossible d'aller faire autre chose, et notamment sur la machine en présentiel. Quoi. Et ça, c'est un problème de mobilisation de nos salles informatiques. Donc, c'est X2Go et VDI, c'est ça les solutions. VDI, ouais. VDI, ouais. Merci. Ok, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques, d'autres questions avant de clôturer ce webinaire? Alors, je voulais juste aussi préciser rapidement, c'est vrai qu'on switch entre des questions un peu de connexion à distance et des outils de communication. Par rapport à Discord aussi, Mathieu, tu m'avais dit que tu avais utilisé les fonctions de rôle qui permettaient de déplacer du coup les étudiants, on va dire, d'un chat à l'autre, enfin d'un salon à l'autre, comme ça. Ça, c'est des points assez intéressants également. Ouais. Hop, je vais même repartager vite fait un peu. Hop. Ouais, donc voilà, donc ça c'est pas le cours, mais c'est un peu plus complet ce qu'on a fait là. C'est pour le cours qui est à venir justement. D'accord. Donc alors, donc ça c'est le cours dont on parle. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 étudiants connectés. En vert, c'est les profs, donc ceux qui ont le rôle de prof. Et Dylan et Esteban étaient 2 élèves qui sont connectés actuellement à Discord d'ailleurs. Donc ça, c'est différents rôles. Et donc, on peut faire plusieurs choses avec les rôles. Donc, si on vient dans les settings ici, voilà, en fait, donc everyone, donc on pourrait créer un rôle étudiant, mais en fait, il n'y avait rien de particulier par rapport à ce que peut faire tout le monde. Donc, ils ont voilà, un certain nombre d'autorisations. Et il y a le rôle prof où vous voyez que voilà, j'ai ajouté par exemple la possibilité de changer les pseudos. Donc, ce dont tu parlais tout à l'heure, de kick ou de ban des membres aussi, parce que ça reste des liens d'invitation et si un étudiant veut partager le lien, il peut aussi le faire, même si le lien peut être temporaire, enfin bref. Tout ça pour dire qu'il y a différents rôles, oui. Et donc les profs ont plus un rôle d'administrateur et les élèves plus un rôle d'utilisateur, quoi. Et là où je venais en venir aussi, c'est que ce que ça permet de faire également, c'est créer des canaux textuels qui sont réservés aux profs. Donc là, par exemple, cette catégorie-là, qui s'appelle privé prof, comme son nom l'indique, est réservée aux profs. Et donc, il n'y a que eux qui ont accès en lecture, en écriture à ces canaux-là. Il y a aussi un canal annonce importante, qui doit être vide d'ailleurs pour l'instant, voilà, où les profs vont faire des annonces, les élèves ont le droit de lecture, mais seulement les profs ont le droit d'écriture.
ce qui permet de faire les annonces et d'empêcher d'avoir des réactions et de garder vraiment le canal propre. Donc voilà, c'est possible aussi d'attribuer des rôles différents pour des raisons différentes sur Discord. Ok, parfait, écoute, c'est super. On va pouvoir... Attends, je vais arrêter tranquillement le partage. Merci Mathieu pour ces compléments. Écoutez, on va pouvoir clôturer tranquillement ce webinaire. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. C'était assez complet. C'est vrai qu'entre les choses très techniques de programmation sur les cartes à distance, plus les outils de communication, c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Encore une fois, rappelez-vous un petit peu tous les outils quelque part dont on a parlé. On n'a pas parlé de Moodle, mais c'est vrai que ça rentre également dans vos dispositifs. On aurait pu également ajouter ça. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions éventuellement à les poser, même pourquoi pas aux intervenants, avec les liens que je vous ai donnés en début de webinaire. N'oubliez pas, donc, ce webinaire est proposé donc, par la cartographie des talents pédagogiques. Donc, vous pouvez rejoindre le site sur cartotalent.fr, cartotalent avec un s.fr. Vous pouvez donc vous créer un compte et vous recevrez un petit peu toutes les news aussi qu'on peut envoyer par rapport à ce collectif qui regroupe des enseignants et puis des ingénieurs pédagogiques, des conseillers pédagogiques, etc. Et puis, on échange un petit peu sur des problématiques. C'est un projet qui évolue pas mal et on va bientôt mettre à jour d'ailleurs le site avec des fonctions de communication, etc. Mais ça, je vous en dirai plus prochainement. En tous les cas, merci à tous pour votre participation. Moi, ce que je vais faire, c'est que donc le webinaire est officiellement terminé. Après, ce que j'ai pour habitude de faire en général, comme ça, parce que c'est vendredi, c'est que je me prends un petit café, je me fais une petite pause, je me prends un petit café. Et ceux qui veulent rester à ce que j'appelle, entre guillemets, l'after show, entre guillemets, vous pouvez rester, et puis on peut parler un peu tout et n'importe quoi. Et puis voilà, donc au plaisir pour les personnes qui veulent rester. Puis en tout cas, pour tous les autres, à très bientôt, en tout cas pour un prochain webinaire qui aura lieu très bientôt. Vous serez tenus au courant de tout cela. Merci à tous et merci donc à Amer, Mathieu et Jérôme pour leur présentation et pour leur présence. C'était vraiment très sympathique. Merci à toi, Julien. Merci, Julien. Merci à tous. Merci. À bientôt. Merci, Julien. Et voilà donc pour ce webinaire, j'espère qu'il vous a plu. Alors, juste encore une fois, pour rappel, il était proposé par Cartographie des talents pédagogiques. Donc n'hésitez surtout pas à vous créer un compte sur le site. Je vous laisse également, pourquoi pas, liker aussi et partager cette vidéo si ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt. J'espère vraiment vous ferai également, pourquoi pas, en live un prochain webinaire de la Carto. Excellente journée ou soirée à tous et à bientôt.